Donc je vais appeler Richard Hanna qui représente la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, et qui va animer cette première table ronde qui a pour objectif de vous présenter des retours d'expérience d'entreprises, d'organisations qui ont mené une démarche de numérique responsable, donc qui ont eu cette démarche de faire, et donc qui vont nous raconter cette expérience. Donc Richard, je te laisse la main et présenter nos différents invités dont le nom s'affiche sur nos écrans. On va peut-être s'installer. Donc voilà, merci. Vous allez nous dire si vous regrettez ou pas votre démarche. Bonjour à toutes et tous. Donc Richard Hanna, je suis chargé de mission numérique éco-responsable à la DINUM, Direction interministérielle du numérique. C'est un service de la Première ministre. Et on développe des actions pour réduire l'empreinte environnementale de l'administration publique sur des sujets comme l'achat, le réemploi, l'éco-conception des services numériques, voilà, de couvrir un large spectre. Et puis on produit des documents de référence, on espère, notamment le guide des bonnes pratiques numériques responsables, le guide d'achat et le référentiel d'éco-conception de services numériques. Et je tiens à remercier notamment l'AGIT via Romuald qui a pas mal contribué à tous ces sujets. Et encore, on a des échanges cette semaine par mail sur plein de sujets. Et également, je voudrais remercier Adèle d'avoir préparé aussi cette table ronde. Et merci pour les pick-up. Et du coup, on m'a chargé aussi, Adèle m'a chargé de définir le numérique responsable, ce que c'est. Alors, il y a 99 définitions. Pour moi, le terme déjà numérique responsable, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai que ça parle maintenant à tout le monde. Tout le monde parle de numérique responsable, donc c'est ce qu'on utilise. C'est vrai que est-ce que c'est l'objet numérique qui doit être responsable? Est-ce que c'est pas, faudrait peut-être pas inverser les termes? C'est à nous, êtres humains, d'être responsables du numérique. Voilà. Mais pour une définition peut-être rapide, c'est intégrer les dimensions environnementales, les dimensions sociales, sociétales dans toutes les activités numériques qu'on réalise. Et c'est pas que améliorer l'efficience, améliorer l'efficacité. Imaginez améliorer l'efficacité d'une IA pour extraire du pétrole, ça ne veut rien dire, quoi. Donc il faut aussi questionner le business qui est derrière. Et l'apport, l'intérêt général, etc. Donc voilà, un peu ma définition parmi les 99 ou autres définitions. Richard, je me permets justement de profiter de cette définition. Du coup, on va parler de déployer, valoriser une stratégie, une démarche numérique responsable. Donc on a avec nous, alors on devait avoir Redouane Djeloua, c'est un directeur de campus formation et enseignant, chercheur en développement logiciel à l'ESAIP, école d'ingénieurs à Angers, Aix-en-Provence, Reims. Il est absent pour cause d'un virus malicieux. Donc parfait. Du coup, on a une table ronde avec la parité. Donc on a notamment Charlotte Griveau qui est project manager et responsable du numérique responsable, donc responsable du numérique responsable, parfait, au sein du cabinet de transformation digitale, numérique, digital comme vous voulez, MC2I, et puis Benjamin Lang, tu es consultant indépendant en numérique responsable, consultant auditeur du label numérique responsable, et puis membre du conseil d'administration de la Fresque du numérique. Bonjour à vous. Bonjour. On va peut-être commencer par toi, Charlotte. Comment vous êtes-vous lancé alors vous, c'est au sein de ta structure, dans une stratégie numérique responsable. Est-ce que vous avez commencé par supprimer les emails? Non. En fait, le numérique responsable, à la base, c'est une conviction très personnelle, en fait. Un gros besoin d'alignement de mes convictions personnelles avec ma vie professionnelle. Et puis, le Covid a été une merveilleuse opportunité pour moi de mettre en avant ce sujet au sein de ma société.
Et puis du coup, un petit peu de fil en aiguille, j'en ai discuté à une personne, 2 personnes, on s'est lancé avec nos petits bras à essayer d'aller un peu toper des informations à droite à gauche sur déjà ce qui se faisait en interne de chez nous. Et puis après, on a monté une équipe et puis d'un truc qui était complètement volontariat, on est passé à une équipe de 15 personnes structurées qui travaillent et qui organisent complètement le chantier numérique responsable au sein de ma société. Et quel conseil vous donneriez pour débuter une stratégie numérique responsable? Y a-t-il des incontournables, des facteurs clés de succès, Benjamin? Oui, alors il y a un adage qui dit que, enfin, il y a un adage assez populaire, notamment dans le milieu du digital ou du numérique, qui dit que on améliore que ce qu'on mesure, ce qu'on sait mesurer. Mais moi je pense qu'on est capable de mesurer, d'interpréter la mesure et d'agir de manière intelligente si on a compris les enjeux. Notamment quand on a compris, et le premier enjeu, il n'est pas autour du numérique responsable, il est autour de la question environnementale et climatique. Donc pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de commencer par là. De commencer bien par la question, par ce truc plus global qui est l'urgence climatique, l'urgence environnementale. Parce qu'effectivement, on ne va pas faire du numérique responsable ou du green IT pour le plaisir ou pour optimiser, comme tu le disais tout à l'heure. On le fait parce que ça doit répondre à une question plus large qui est, on répond tous ensemble à un enjeu, l'enjeu qui est le nôtre, qui est l'urgence environnementale et l'urgence climatique. Enfin, au sein de laquelle il y a l'urgence climatique. Alors, ça, c'est le premier conseil, c'est effectivement commencer par ces questions environnement-climat. Ensuite, la compréhension, elle doit se faire au niveau de l'organisation. C'est pas juste une équipe qui doit comprendre les choses et puis qui va faire son travail dans son coin. Pour moi, il y a un enjeu de diffuser vraiment très largement la compréhension de l'enjeu environnemental climatique, la compréhension de l'enjeu de l'impact du numérique sur l'environnement, sur le climat, au sein de l'ensemble de l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça va faciliter toute la mise en mouvement de l'organisation, ça va faciliter la prise de décision ultérieure. Si vous avez une équipe qui est convaincue, c'est très bien, mais si le top management ou si les achats ne sont pas convaincus ou si la com n'est pas convaincue, eh ben, la démarche elle tombera à l'eau. Ou bien vous allez vous battre, vous allez ramer comme des fous pour essayer de faire passer certaines décisions. Il y a même des décisions qui vont être prises, qui vont aller complètement à l'encontre de votre démarche. Si vous êtes convaincu et vous êtes super numérique responsable et qu'à côté de ça, il y a l'équipe intelligence artificielle qui a fait une intelligence artificielle pour le pétrole, bah vous avez perdu. Si vous n'avez pas convaincu l'ensemble de l'organisation, vous avez perdu. Donc pour moi, ça c'est hyper important, donc de diffuser au sein de l'organisation, de viser la DG, la communication, le département RSE, les achats, les maîtrises d'ouvrage si vous êtes une DSI, etc. etc. Alors ensuite, une fois que vous avez compris ça, pour moi, ça c'est la première étape, comprendre, diffuser et que ça soit diffusé au sein de l'organisation. Ensuite, évidemment, un peu de mesure, ça ne fait pas de mal. Ne passez pas 10 ans à faire de la mesure, parce que de toute façon, vous savez bien que sur ce sujet-là, la mesure, il n'y a pas de mesure exacte, précise. Faites une mesure macro pour bien savoir où taper en premier. Ça me paraît hyper important. Il y a des organes sur lesquels ça va être effectivement au niveau poste de travail, il y a des organes sur lesquels ça va être au niveau des data centers, il y a des organes sur lesquels ça va être encore autre chose. Enfin, bref, en gros, de savoir où vous devez taper. Et puis, troisième conseil que je donnerais, c'est une fois que vous avez le vernis commun, le socle commun de compréhension, climat, environnement, numérique responsable, bah, n'hésitez pas à aller un cran plus loin pour les équipes qui vont faire du dev, qui vont faire de la conception, pour les équipes qui vont faire les équipes d'achat, les équipes de com, d'aller un cran plus loin sur la formation pour se spécialiser et devenir plus expert du sujet. Merci Benjamin. Charlotte, tu veux compléter? Est-ce que vous avez commencé par la mesure? Est-ce que la mesure, enfin, faut passer par là? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des actions sans mesure? Alors nous, on n'a pas commencé par la mesure, pour le coup. On n'a pas commencé par la mesure. Une des premières actions que j'ai lancées, ça a vraiment été d'essayer d'embarquer en fait tout le monde dans cette démarche. Et pour le coup, alors bien sûr, il y avait une démarche d'essayer d'aller embarquer le CODIR et le COMEX, parce que sans eux, en fait, ça va quand même être compliqué. Mais aussi, ça a été surtout de montrer la valeur ajoutée et de montrer aussi qu'on était capable de faire les choses différemment auprès des équipes qui étaient concernées. Et du coup, moi, avant d'aller attaquer le CODIR, le COMEX, qui étaient des populations du coup peut-être plus difficiles à convaincre, d'autant plus que la démarche a été lancée il y a un peu plus de 2 ans.
Donc le numérique responsable, le Green IT, on n'en parlait absolument pas autant qu'aujourd'hui. Ça a été de convaincre en fait des personnes clés autour des achats, autour des SI, autour des RH en fait, qu'il y avait un sujet sur lequel on allait, il fallait qu'on se lance, mais également en fait sur lesquels nos collaborateurs nous attendaient également. On est un jeune cabinet de conseil, notre moyenne d'âge c'est de 29 ans. Concrètement, les personnes qui sont chez nous sont sensibles à l'environnement et attendent en fait de leur société qu'elle agisse pour l'environnement. Et donc du coup, ça a vraiment été sur ces leviers-là que j'ai réussi, que j'ai joué pour embarquer un peu tout le monde. Et après, l'idée a été plutôt de faire un état des lieux de déjà nous, qu'est-ce qu'on faisait chez nous, mais qu'est-ce qu'on faisait aussi chez nos clients. Puisque du coup, on est un cabinet de conseil en transformation numérique, donc notre travail, c'est quand même d'accompagner des clients. Et en fait, cet état des lieux-là, on l'a fait notamment grâce à l'état des lieux de la GIT, il me semble, qui nous a permis un peu déjà d'identifier où étaient les pain points et où on pouvait un petit peu s'améliorer. Et pour le coup, on n'a rien mesuré, on était vraiment sur des choses très qualitatives. Le quanti est arrivé un petit peu après, où du coup, là, effectivement, on a refait notre bilan carbone, on a utilisé les outils WINR de l'Institut du numérique responsable, etc., pour quantifier un petit peu mieux. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être lancées sans mesure, en fait, qui sont peut-être plus de l'ordre du quali, mais qui sont d'autant plus importantes. Si je prends un exemple tout bête, les achats, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un bilan carbone ou de faire quoi que ce soit pour se rendre compte que nos achats sont pas responsables, qu'on n'a pas forcément, qu'on n'évalue pas et qu'on n'audite pas nos fournisseurs de la bonne manière, etc. Et ça, c'est des choses qui nécessitent pas d'avoir une tierce personne, un outil tierce pour pouvoir s'en rendre compte, quoi. Qui sont pour vous les acteurs, que ce soit internes ou externes, sur lesquels on peut s'appuyer pour déployer sa stratégie, aller plus vite? On en a déjà beaucoup parlé, hein, mais en interne, je dirais que le CODIR et le COMEX, c'est indispensable parce que, comme le disait tout à l'heure, on n'est pas sur une transition, on est sur une transformation. Donc à partir du moment où on transforme les choses, ça nécessite forcément que la direction générale, le comité d'exploitation, etc., soit en phase avec ces transformations et diffuse aussi l'impulsion. Et puis après, on a des directions clés, hein, les achats, les ressources humaines, l'IT bien sûr, et puis aussi tout simplement, les collaborateurs qui travaillent dans nos entreprises peuvent aussi être acteurs de ça. D'un point de vue purement interne, je pense que ce sont les personnes clés. Et puis après, concernant l'externe, je dirais que tout dépend ce qu'on vise. Il y a des organismes, alors l'AGIT en fait partie, l'Institut du numérique responsable, Planète Tech Care aussi qui a beaucoup diffusé et communiqué autour du numérique responsable il y a maintenant 2 ans. Mais après, il y a aussi des plus petits acteurs en fait, hein, qui ont aussi un rôle important. Ça peut être, si on est sur du bilan carbone, il y a plein de sociétés. Si on est sur des choses plutôt en lien avec l'éco-conception de services numériques, voilà, on va trouver Frugger, Green Spector, greenIT.fr. Je pense que les acteurs aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est peut-être une des problématiques aussi du marché, c'est tout est un peu dilué, mais on est sur un marché jeune en fait, donc faut aussi le temps que tout se structure. Benjamin, tu veux compléter? Ouais, juste compléter parce que tu as dit vraiment beaucoup de choses. Non, je vais juste rajouter sur la question en acteurs externes sur les fournisseurs et les clients. Ça me paraît hyper important si vous voulez avoir un effet, si on veut vraiment avoir un effet global, et si on veut faire face à l'urgence qui est la nôtre, on a nécessité d'embarquer aussi, je pense, nos clients, nos fournisseurs sur cette démarche-là. Moi, je trouve ça assez génial quand des grands groupes, par exemple, qui ont une puissance d'achat assez forte, vont sensibiliser leurs fournisseurs sur ces questions-là et mettre des critères dans les achats là-dessus. Ça fait que tout un écosystème se met en mouvement. Et je pense que c'est ça l'effet des multiplicateurs qu'on attend. C'est là où on va aller beaucoup plus vite ensemble. C'est effectivement quand on est soi-même, en fait, on va parler du sujet et on va faire en sorte que tout notre écosystème, fournisseurs, clients, va se mettre en mouvement avec nous. Merci. Comment mesure-t-on son niveau de maturité numérique responsable? Vaste sujet.
Je pense que il faut utiliser les outils qui existent sur le marché et qui sont en libre service. Et je dirais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je sais qu'il y avait un audit de maturité qui était fait par l'AGIT, qui doit encore être disponible et qui me semble a dû être fusionné avec le baromètre. Exactement, le baromètre. Ça, c'est un bon indicateur. Et parfois, même sans remplir ce formulaire, juste reprendre les grands items et se poser ses propres questions, ça permet ça suffit. Hein. Tu veux compléter? Ouais, effectivement, plein d'outils sur le marché, c'est assez intéressant. Alors après, ça, c'est du quanti, c'est assez quanti ou quali, enfin, en tout cas, ça donne un score. Mais au-delà du score, moi, je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est de regarder, pour mesurer la maturité finalement d'une organisation sur le sujet numérique responsable, alors, ok, ça veut rien dire sur responsabilité numérique. Je pense qu'il y a une question de maturité, de à quel point ces concepts-là sont inscrits dans la stratégie, dans la culture surtout de l'organisation. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'aller dans une orga et de regarder est-ce que, par exemple, sur les projets, il y a le réflexe de tout le monde, de penser, d'avoir cette petite lumière à un moment pour de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire ce projet, carrément, est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre en œuvre cette fonctionnalité, de déployer tout ça. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, les valeurs qui sont les nôtres et qui vont dans le bon sens, elles sont complètement diffuses dans l'organisation. Ça veut dire que l'organisation devient mature là-dessus. Les réflexes quotidiens des collaborateurs aussi. C'est hyper intéressant de voir si tout le monde a ce réflexe-là. Et là, ça montrera qu'effectivement, il y a eu plein de diffusion d'informations, de sensibilisation, et qu'il y a une grosse maturité. De même sur les prises de décision, encore une fois, si les prises de décision, elles sont tout le temps prises sous l'angle finance ou retour sur investissement, moi, je trouve ça intéressant de voir des orgas qui disent tiens, je vais mettre un indicateur aussi sur impact environnemental, impact social. Ça voudrait dire que on est sur une forte maturité. Je profite parce que j'ai la chance de piloter ce projet du baromètre et j'insiste aussi sur le point qu'on voit au cours de trois éditions, et pour la prochaine édition on va encore creuser, affiner plus cette dimension-là, le fait de désigner un référent Green IT ou une équipe référente et bien entendu de leur donner les moyens d'agir, ô combien c'est un levier de maturité sur tous les autres items. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même constaté? Oui, complètement. Je sais que je suis chez un client en ce moment où on s'est posé ce genre de problématique et on a fait un REX il n'y a pas très longtemps, et dans les retours qui étaient lancés, c'était en fait je sais pertinemment que ce projet n'a absolument pas de valeur ajoutée et que finalement mon stagiaire fait très bien le travail et ça me coûte aussi beaucoup moins cher, mais juste parce que avoir juste un stagiaire, ça fait pas rêver. On a quand même lâché une enveloppe pour construire tout un outil qui de base on sait n'aura pas une utilité incroyable parce qu'on pouvait le faire autrement aujourd'hui. Et ça, parfois les équipes se sentent un peu impuissantes, notamment dans les DSI, parce que elles se disent en fait à partir du moment où c'est chez nous, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que déjà en amont, au moment où la question du projet s'est posée, les gens ne se sont pas posé les bonnes questions, et du coup c'est beaucoup plus difficile à faire accepter par la suite. Et le fait d'avoir lancé une démarche, initié cette démarche, de vraiment questionner les gens sur les usages, voir si on peut pas faire les choses différemment, c'est encore très compliqué. C'est encore très compliqué parce que notamment une DSI, elle a l'habitude d'avoir pour fonctionner, il lui faut des projets. Donc du coup, on prend les projets comme ils viennent. Et c'est pas encore dans notre culture de se dire je vais rester sur un process papier, ou je vais rester sur des choses. On est encore, je pense, dans un besoin absolu de toujours numériser. Toujours faire du projet. Mais en tout cas, le fait d'avoir des équipes qui soient référentes sur ces sujets-là permet un petit peu de planter des graines. Et je pense que comme tout changement, ça prend un peu de temps. Mais du coup, quand on commence à impulser la dynamique, ça va pas prendre tout de suite. Mais en tout cas, chez des acteurs clés, on va arriver à pousser des choses. Mais il faut être un peu patient. Merci. Benjamin, je disais en introduction que tu es auditeur pour le label NR, donc le label numérique responsable. Pourrais-tu nous donner ton retour d'expérience pour bien réussir sa démarche de labellisation?
Par exemple, qu'est-ce que tu regardes concrètement? Donc, c'est une labellisation, pas sur un produit, hein, c'est sur une organisation. Ouais, alors effectivement, alors c'est intéressant cette notion de réussite de démarche de labellisation, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que j'ai réussi si j'ai eu le label, ou est-ce que j'ai réussi si j'ai instauré une dynamique? C'est une très bonne question. On peut réussir, moi je pense qu'on peut réussir sans avoir le label et en ayant une dynamique, mais ça c'est autre chose. C'est un peu comme Jacques Martin, tout le monde a gagné. C'est ça, il n'y a pas de perdant. Moi j'ai mon fils, il est fan de pas de perdant, pas de gagnant. C'est super, il est... J'ai pas la référence. Qu'est-ce que je veux dire? Alors oui, effectivement. Alors, quelques petites précisions sur ce label numérique responsable qui est aujourd'hui le seul label qui existe à ma connaissance sur le sujet. Alors, c'est un label qui est récent, clairement, qui porte sur, effectivement, tu as raison de le préciser, pas sur un produit, mais sur une organisation. Généralement, c'est toute une organisation. Il y a encore des fois, on peut labelliser une partie de l'organisation, par exemple une DSI, une direction de la communication. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le label il repose sur la norme ISO 26000, qui est plutôt une démarche RSE, et surtout une démarche de progrès. Donc on n'est pas sur une ISO 9000 ou une ISO 27001 qu'on peut voir souvent dans le domaine du numérique, mais plutôt sur une démarche de progrès, qui va regarder effectivement là où en sont les organisations à l'instant T, et surtout les engagements de progrès qui sont pris sur 3 ans. Donc en gros, on n'est pas là pour dire à l'instant T vous avez rempli toutes les cases, mais on est là pour dire voilà, on atteste que vous êtes à cet état-là à l'instant T et que vos engagements sont réalistes / ambitieux, parce qu'il faut quand même avoir de l'ambition, et ils sont alignés avec les valeurs du numérique responsable. Donc c'est une démarche de progrès qui, ça je l'ai dit, c'est un label qui est plutôt jeune. Alors ça c'est intéressant, comme c'est un label jeune, ça veut dire qu'actuellement les structures qui sont là et qui se présentent aux portes du label sont quand même des structures qui sont assez engagées ou motivées. On n'a pas encore le saut de l'obligation avec ceux qui traînent les pieds ou les mauvais élèves, on n'a pas encore ça, on a plutôt des gens qui ont envie d'y aller. Ensuite, j'ai envie de dire que comme le label il est jeune, pour l'instant, aujourd'hui, on a plutôt des gens qui viennent de se faire labelliser ou qui sont labellisés depuis peu de temps. Il faudra regarder ce qui se passe à 18 mois, puisqu'il y a un audit de vérification à 18 mois et à 36 mois où c'est les audits de renouvellement. Donc là, ça va être très très intéressant de voir effectivement quels engagements ont été pris et est-ce que les engagements ont été tenus. Ensuite, préciser aussi que sur le label il est assez, le scope du label est assez large. C'est pas que du Green IT, c'est pas la performance du code. Hein. On n'est pas là-dessus. Je caricature, je sais que je vais me prendre des tomates. Mais on est vraiment sur à la fois un volet, bien sûr, organisation, stratégie, tout ce qui est communication, RH. On va avoir tout ce qui est autour des achats, tout ce qui est autour de l'éco-conception, tout ce qui est autour de l'infrastructure, tout ce qui est autour de la data. On va voir à quel point vous diffusez aussi les valeurs du numérique responsable au sein de l'écosystème. Donc il y a plein de choses. Donc c'est plutôt large, on va avoir l'accessibilité qui va être dedans. Voilà, donc on va avoir plein de sujets. Et ce qui veut dire qu'en gros, une organisation ne peut pas être bonne sur tous les sujets. Ça n'existe. Moi, j'ai jamais vu ça. J'avais vu le parfait élève, il n'existe pas, il ou elle n'existe pas. Et de toute façon, c'est assez illusoire. Enfin, je pense que il faudrait des équipes colossales. Alors, peut-être chez MC2I, vous êtes comme ça, et bravo. Non, on a des progrès à faire. Non, il y a toujours. C'est tellement vaste que c'est difficile d'être bon sur tous les points. Et donc, en gros, mon point, c'est que la perfection n'existe pas. Et donc, ce qui va être important, c'est surtout l'envie, la dynamique et l'intégration du NR dans l'organisation. Donc, moi, en tant qu'auditeur, ce que je vais regarder, c'est bien sûr à quel point l'organisation elle s'est conformée au cadre, parce qu'il y a quand même un cadre, il y a un référentiel du label NR. Ce référentiel, il est accessible en ligne. Hein, même si vous n'êtes pas dans cette démarche aujourd'hui, vous pouvez très bien y aller, regarder. C'est plutôt pas trop mal fait. C'est assez structuré. Et puis ensuite, moi, ce que je regarde, c'est effectivement, la sincérité. Si l'organisation me raconte des conneries, effectivement, je vais être un peu moins conciliant. Et l'idée, c'est pas de se faire plus beau qu'on est, parce que l'idée, c'est vraiment de progresser, ça, d'être honnête avec soi-même. Ensuite, c'est de voir effectivement à quel point la démarche elle est portée, elle est insufflée au sein de l'organisation. Ensuite, à quel point les enjeux sont compris. Et ensuite, effectivement, de vérifier la véracité des actions. Ensuite, là où je vais être vigilant, c'est effectivement de voir s'il y a des éventuelles dissonances. Encore une fois, si une organisation arrive en disant j'ai une super démarche NR, mais à côté de ça, j'ai une politique de transport qui privilégie l'avion, il y a un petit truc qui va pas aller. Ça existe encore? Alors, j'ai pas vu à ce point-là, parce que là je caricature, mais j'ai vu par contre, et ça c'est assez intéressant comme retour, dans les orgas, les collaborateurs qui disent c'est très bien ce que vous faites, mais à côté de ça,
toute la politique de chauffage du bâtiment, d'isolation du bâtiment, d'extinction des lumières, etc., c'est de la merde. Et donc, c'était plus cohérent. Ça ne passait plus. Le message passe plus. Ça, c'est assez intéressant de dire qu'il faut avoir quand même une organisation qui doit être en cohérence entre sa politique NR et sa politique environnementale. Les séminaires à Marrakech. Ouais. Je ne rebondis pas. Ça sent le retour de Marrakech. Il est assez bronzé, voilà, après, effectivement, l'autre chose que je vais regarder en tant qu'auditeur, c'est à quel point la démarche de labellisation, justement, elle a été collective, elle a été partagée. Si c'est une démarche qui a été conduite, si je vois à chaque fois les mêmes personnes en tant qu'auditeur, si j'ai 2-3 personnes qui me racontent tout, je me dis, il y a un petit souci, quoi. En gros, c'est une petite équipe qui est super, mais quelque part, si on veut que ça marche, si on veut que ça s'inscrive dans la durée, il faut que ça soit vraiment au sein de l'organisation. Et puis, voilà, ce que je vais regarder aussi, c'est l'état à l'instant T pour pouvoir aussi faire des préconisations d'engagement, pour pouvoir effectivement que l'organisation progresse sur les 3 ans. L'enjeu, il est vraiment là. Hein. Il n'est pas de se dire, vous êtes génial à l'instant T, c'est plutôt de dire, vous êtes sain à l'instant T, et surtout, soyez une ambition beaucoup plus large à 3 ans. Et si je peux vous faire un petit retour d'expérience de quelqu'un qui est en cours de labellisation numérique responsable, sachez que c'est un merveilleux levier pour rassembler les gens et avoir un projet commun d'entreprise. Notamment, nous, on a fait la formation au label avec vraiment toutes les parties prenantes en intra-entreprise, et ça a permis vraiment de booster les gens. En fait, ça permet de donner un cadre, souvent, et c'est le problème du numérique responsable, mais du développement durable de manière générale, hein. On a envie d'agir, mais on ne sait pas par où commencer. Et je trouve que ce label permet de donner des axes très précis sur lesquels il faut s'améliorer, et du coup donne à des acteurs et des parties prenantes importantes en fait les directions vers lesquelles aller, et du coup ça les rend beaucoup plus autonomes. Voilà. Et du coup nous on fait des séminaires à Annecy et Bandol, on y va en train. Donc... Pas à New York. Non. Du coup, tu as répondu à ma question, très bien. On arrive un peu à la fin. Quels sont les autres leviers dont on n'aurait pas parlé pour valoriser justement la stratégie numérique responsable, Charlotte? Je pense qu'il y a des leviers business qui sont importants. Hein. Alors, proposer des démarches auprès de nos clients, bien sûr, mais en fait, je pense que c'est aussi co-construire les choses avec les gens avec qui on travaille. Bien sûr que là typiquement quand on travaille avec des grands groupes, il y a beaucoup de choses qui changent. On voit que les notes RSE commencent à prendre de plus en plus de place. Effectivement, ça permet de faire bouger tout un écosystème, mais toutes les sociétés n'ont pas aussi les moyens, je dirais, d'investir dans une politique RSE très intensive, etc. Et donc d'être dans la co-construction. C'est important de montrer à nos clients comment nous, on peut leur apporter des choses, mais comment eux aussi, ils peuvent finalement nous apporter des éléments, c'est important. Et puis après, je pense que voilà, il faut faire les choses par conviction et pas que pour la gloire, en fait. Mais justement, est-ce que l'offre numérique, j'imagine que il y a une offre numérique responsable. Est-ce qu'on peut imaginer que cette offre numérique responsable disparaisse et que ça soit intégré de base à toute la prestation en fait. Complètement. Aujourd'hui, on peut avoir des sollicitations spécifiques sur de l'éco-conception, sur de l'accessibilité, sur de la transformation organisationnelle ou des choses comme ça. Mais en fait, l'objectif demain, c'est que ça fasse partie, que ce soit normal en fait, de proposer ces prestations-là et que ce soit pas quelque chose en plus, qu'on pourrait facturer en plus, etc. Non, ça doit faire partie des prestations que l'on doit être en capacité de fournir. Moi, je dis souvent qu'il y a quelques années, la RGPD, tout le monde s'en foutait, jusqu'à ce que la RGPD arrive. La protection des données, etc., c'était pas du tout la priorité, jusqu'à ce que ça devienne une priorité de par la loi qui est sortie. Et aujourd'hui, quand on conçoit un produit numérique, la RGPD, ça fait partie des piliers, au même titre que la cybersécurité, sur lesquels on se base. Et en fait, pour moi, demain, on aura un pilier cyber, un pilier RGPD, mais on aura aussi un volet accessibilité et éco-conception qui seront en fait par principe dans le package en fait. Justement, cybersécurité et numérique responsable, ça cohabite bien? Pas toujours. On l'a documenté côté d'Inum.
Le Donc je Bring vous Your invite tous Own à aller Device. sur les ressources de la DINUM. Ouais, on a une publication effectivement. Alors pour l'instant, on n'a pas pris tous les sujets. On s'est focalisé sur le sujet éco-conception et on a réuni des experts de l'ANSSI sur la sécurité, des experts de la CNIL sur la protection des données personnelles, mais aussi le campus cyber, enfin aussi des acteurs privés. Et effectivement, on a essayé de documenter ça et d'objectiver les synergies entre protection des données, cybersécurité et les enjeux environnementaux, l'éco-conception. Pour l'instant, sur les services numériques. Mais il y a d'autres enjeux aussi sur le matériel qu'on pourra par la suite documenter. Et vous êtes les bienvenus pour y participer. On arrive un peu à la fin. Tu voulais compléter sur les leviers Oui, pour valoriser sa stratégie INR, bon, déjà, c'est pas obligatoire d'avoir le label. Faut revenir là-dessus. C'est une manière de valoriser, mais c'est pas la seule. C'est une manière, que je suis d'accord avec toi, Charlotte, de structurer la démarche et de mobiliser en interne, de s'engager dans la durée. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant de se dire que c'est comme un engagement de durée de 36 mois. Ça veut dire que je n'ai pas juste fait un truc pour me faire beau et puis j'ai tout laissé tomber après. Ça s'engage dans la durée. Les autres leviers que je verrais, ce serait plutôt de communiquer, mais communiquer bien sûr de manière responsable, de communiquer sur ces sujets, d'en faire un récurrent d'ailleurs de la communication. Je trouve ça intéressant de communiquer auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, auprès du grand public sur ces sujets-là, sans avoir encore une fois de label. Peut-être de participer à des trophées. Je sais qu'il y a des trophées qui existent. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une manière aussi du coup de valoriser, puisqu'on est sur la valorisation de l'engagement. Après, autre chose, c'est par exemple participer à des hackathons, des choses comme ça. Il y a de plus en plus, moi je vois de plus en plus de hackathons sur le sujet numérique responsable, participer et communiquer là-dessus. Moi, je pense que c'est un super levier de montrer son engagement. Et puis encore une fois, moi je reviens sur la question de l'honnêteté. Je pense que c'est une clé, l'honnêteté et la conviction. Si vous êtes honnête dans votre démarche et si vous faites des projets qui sont vraiment axés responsabilité numérique responsable, vous pourrez en parler. Et en fait, je pense que je suis assez convaincu, moi, que le marché, que vos fournisseurs, vos partenaires, que la communauté numérique responsable reconnaît assez naturellement les actions qui vont dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités pour les administrations, les collectivités, parce qu'il y en a qui sont, enfin les collectivités maintenant, c'est obligatoire d'avoir une stratégie numérique responsable. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à une stratégie numérique responsable en entreprise ? Oui, alors la spécificité, alors il y a deux spécificités, comme tu le rappelles, effectivement, il y a une obligation maintenant pour, alors Horizon 2025, et c'est une obligation qui n'est pas assortie de sanctions financières, donc c'est une obligation relative, mais il y a une obligation effectivement pour toutes les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire en gros les communautés de communes, les communautés d'agglo, etc., de plus de 50 000 habitants, de disposer d'une feuille de route, d'une stratégie numérique responsable pour le 1er janvier 2025. Donc le législateur impose effectivement aux collectivités d'aller dans ce sens-là, avec un certain nombre de préconisations d'ailleurs qui sont indiquées dans un décret qui est paru cet été. Ça c'est la première, donc première différence, c'est obligation. Et deuxième différence, c'est l'échelle en fait, et ça c'est assez intéressant. Non seulement la stratégie numérique responsable elle doit concerner la collectivité, son action interne avec ses fournisseurs, etc., mais aussi au sein du territoire. Là c'est vachement différent. Une collectivité, quand on va faire sa stratégie numérique responsable, elle va regarder aussi les usages du numérique sur son territoire. Et potentiellement, elle va aller interroger s'il y a des data centers, peut-être d'aller échanger avec eux, s'il y a des acteurs qui sont autour de l'inclusion numérique, d'aller échanger avec eux. Et en gros, c'est des acteurs, par exemple, du reconditionnement sur le territoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la collectivité doit être le moteur sur son territoire, non seulement en termes de sensibilisation du grand public, mais aussi coordinateur en fait de la dynamique numérique responsable sur l'écosystème associatif et économique, sur le tissu associatif et économique. Peut-être une dernière question. Le numérique responsable, est-ce qu'il est compatible avec le capitalisme, avec l'économie de croissance ? Non, je rigole. Vous avez 4 heures. Non, ma question, qui est un peu détournée, mais comment éviter le greenwashing, tout simplement ? En agissant, en fait. Moi, je pense que sensibiliser, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Il ne faut pas avoir peur d'agir. Je pense que, justement, on peut être taxé de greenwashing quand on communique sur des choses qu'on ne fait pas.
Typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'avais eu un échange avec un acteur bancaire qui me disait je ne veux pas être labellisé numérique responsable parce que j'ai peur d'être taxé de greenwashing. Et je lui disais en fait, c'est pas parce que tu vas faire le label que t'es pas obligé de faire le label pour, pour faire les choses. Donc non, agir, c'est la base. Hein. Il vaut mieux communiquer sur des choses sur lesquelles on est sûr de faire les choses plutôt que justement ce qu'on disait tout à l'heure, d'embellir un peu une situation qui ne l'est pas. Hein. Peut-être pour la banque, effectivement, agir, mais pas communiquer, c'est très bien. Exactement. Benjamin ? C'est une très très bonne question et c'est un peu difficile effectivement d'y répondre là comme ça. Il y a peut-être un truc que je vois qui est intéressant pour éviter... deux trucs que je vois qui sont intéressants pour éviter le greenwashing. Encore une fois, de s'assurer que le sujet, au-delà du numérique, le sujet, encore une fois, environnement, climat, il est bien compris. Parce qu'encore une fois, si je fais que sous l'angle du numérique, je pense qu'on peut aller assez vite sur des questions de greenwashing, c'est-à-dire je renouvelle mon serveur tous les ans pour une meilleure performance ou des trucs comme ça. Et puis, il y a un autre truc que je vois et qui est assez intéressant, que je vois aussi sur les questions de communication responsable, c'est... finalement d'inclure des parties prenantes, de consulter en fait des parties prenantes. Peut-être et ça c'est hyper intéressant de repenser finalement son modèle d'organisation pour dire je vais organiser peut-être un comité des sages autour des décisions que je prends pour dire est-ce que ça va dans le bon sens. Peut-être que je peux inclure des ONG, peut-être que je peux inclure des partenaires, peut-être que je peux inclure des fournisseurs et je vais leur dire voilà ce que j'ai envie de faire, etc. et de recueillir leur avis. Et donc de ne pas être en vase clos, de dire j'y vais tout seul avec ma démarche à moi tout seul, mais d'avoir une espèce de comité consultatif qui va m'aider à aller dans le bon sens. On arrive sur la fin, mais on voulait absolument aussi inclure l'audience à notre échange. Je vous remercie beaucoup de ces retours d'expérience. Comme on disait, cet événement, c'est We Do Green IT, donc c'est une très belle conclusion que vous avez apportée. Faut faire, voilà, je crois que c'est le mot un peu de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais faire le passeur. Oui, bonjour, moi j'ai... vous présenter en une seconde pour savoir. Je m'appelle Philippe. Bonjour Philippe. J'avais 2 commentaires et une question. Je rejoins Benjamin, j'ai une amie qui est directrice de projet de la Société Générale. Ils ont formé tout le monde au numérique responsable et elle m'expliquait qu'ils avaient des grilles, des cochers, etc., d'être bon élève. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Et il y a eu un blanc. Et en fait, elle avait perdu de vue le fait que c'était dans un cadre, il y avait un but, il y avait un pourquoi. Donc c'était juste pour dire ça. Et j'ai aussi j'ai discuté avec deux ingénieurs dans une société de la tech qui, eux, par volonté personnelle, ont voulu avoir une démarche de mesure et de réduction. Et en fait, ils été confrontés avec d'autres équipes qui s'en foutaient, etc. Et en plus, une société de la tech qui est très concernée. Je leur dis, mais pourquoi vous n'allez pas voir le DG, enfin le CEO? Et en fait, on tombe sur des problèmes politiques. Donc là, j'ai une question, la première question, c'est comment les aider? Quels sont les biais? Parce que s'ils vont voir leur VP, c'est pas sûr qu'ils soient... Il y a un problème de conviction, en fait. C'est pareil pour les achats, c'est une question pour Charlotte. Tu as dit qu'il fallait voir les achats parce que c'est l'effet de levier. Ok, mais si tu vas voir les achats et que lui, ce qu'il cherche, c'est avoir le prix le moins cher, comment le faire changer d'avis pour lui dire, ok, prends d'autres critères dans tes décisions? Alors, dans le cas, moi, de des achats, j'ai de la chance, c'est qu'on n'est pas que sur le critère purement financier. On a une démarche RSE qui est assez engagée, en fait, sur pas mal d'autres aspects. Donc, du coup, celui-là venait un petit peu en plus. Du coup, j'ai pas eu tant de mal que ça à convaincre les achats, notamment parce que j'étais avec des gens qui étaient déjà plus ou moins convaincus, mais qui ne savaient pas par quel bout commencer. Néanmoins, je pense que, et c'est là où c'est important d'avoir justement un peu une impulsion qui va plus haut, c'est que si des gens climato-sceptiques, il y en a partout, j'en ai dans ma société comme vous en avez dans la vôtre, hein. On n'est pas des bisounours, mais je pense que c'est vraiment d'essayer d'aller trouver les leviers auprès ou même de montrer qu'il y a des fournisseurs qui font exactement la même chose pour des prix parfois plus ou moins similaires, mais qui ont juste une meilleure éthique, hein. Et pour répondre à la question du comment on fait pour aller convaincre sa direction, moi j'y suis allée de manière très pragmatique en fait. C'est que
Bien sûr que l'environnement, c'est un sujet qui, moi, me touche personnellement, etc., mais qui n'a pas forcément la même résonance chez tout le monde. Et là, d'y aller par des critères... alors, j'ai beaucoup valorisé le business. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter d'un point de vue, nous, d'un point de vue business, qu'est-ce qu'on pourrait aussi proposer à nos clients, qu'est-ce que moi, je percevais comme étant des choses qu'on allait nous demander de la part de nos clients. Et en fait, parfois, il ne faut pas vouloir toujours convaincre par le biais de l'environnement, mais par des terrains qu'on peut avoir en commun. Souvent, le business est un bon levier chez un peu tout le monde, quoi. À cause du timing, je peux reprendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un veut rejoindre Philippe au jeu des questions? J'ai essayé de faire la parité, mais je vois que des mains masculines. Bonjour, donc moi je m'appelle Camille, merci déjà pour votre présentation à vous tous. Et j'avais une question en fait, est-ce que vous pensez que le numérique responsable est compatible avec le progrès technologique? Parce que c'est vrai que aujourd'hui on voit énormément de progrès au niveau de la technologie et on donne toujours des systèmes qui sont de plus en plus performants, mais du coup peut-être plus consommateurs. Donc est-ce que vous pensez que c'est voilà, compatible? Laissez-vous les intervenir. Non, peut-être rapidement, mais ce dont on entend souvent, c'est plutôt innovation et pas progrès. Et effectivement, l'innovation, c'est pas le progrès. Donc effectivement, moi je dirais numérique responsable, tous les aspects low-tech, éco-conception, il y a des challenges d'innovation et de progrès. Est-ce que le progrès, c'est d'avoir des casques de réalité virtuelle et d'être dans le métavers avec de l'intelligence artificielle, etc. Moi, je pense que non. Est-ce que le progrès, c'est d'avoir des équipements qui ne sont pas dans... Enfin, la fabrication n'est pas dans une logique pour la fabrication dans une logique une logique coloniale, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a du numérique dans notre poche. On a des équipements de l'intelligence artificielle, du métavers, avec des conséquences ailleurs, en Afrique, en Amérique du Sud, avec des enfants esclavagisés pour extraire les minerais dans le sol. Pour moi, j'appelle pas ça du progrès. Donc voilà, il faut remettre en question la notion de progrès qui repose au détriment d'autres populations. Donc voilà, pour quelques éléments, il nous faut 4 heures pour débattre de ce sujet. On a animé une table ronde sur la blockchain et le numérique responsable avec Richard il y a quelques temps. Donc, si vous voulez la regarder en replay, vous aurez un long débat sur ce sujet. Bon, je vous remercie beaucoup pour vos retours d'expérience. Si vous les avez trouvés excellents ou juste acceptables, vous pouvez les applaudir.